Alors bonjour à tous. Incroyable championnat du monde d'échecs, avec une pluie de victoires. Nous qui étions habitués ces dernières années à des championnats avec quand même une succession de matchs nuls. Là, on a des victoires. Alors si vous voulez voir toutes les parties précédentes, vous pouvez cliquer sur le lien ci-dessus qui vous donne accès à la playlist. Et si vous ne voyez pas le lien ci-dessus, je le mettrai dans l'espace commentaire. Alors Yann Niepometché, le russe, a les blancs, il ouvre avec le pion roi, E4. Ding Liren va surprendre. Il va répondre avec la défense française. Le coup E6. Qui est joué pour préparer la poussée D5. Alors Niepometché prend le centre, il joue T4, c'est habituel. T5. Et là, c'est un carrefour, comment on peut réagir? On a la prise en D5, c'est pas très ambitieux, les noirs reprennent et on a une structure symétrique. La poussée E5, la variante d'avance, qui est déjà beaucoup plus ambitieuse. Sinon, on va chercher à défendre le pion E4. Soit par la sortie de cavalier en C3, soit par cavalier D2. Niepometché va jouer cavalier D2. Pourquoi il joue cavalier D2? Parce que sur cavalier C3, certainement qu'il ne veut pas affronter la variante Winawer avec la sortie de fou qui vient clouer le cavalier et renouveler les menaces de la prise en E4. Alors c'est une variante tout à fait jouable, mais il a préféré mettre son cavalier en D2, comme ça si le fou vient en B4 cloué, on peut rompre le clouage, casser le clouage avec l'avance du pion C2 en C3. Donc du coup, Ding Liren, il ne va pas jouer fou B4. Mais il va réagir par C5. C'est plus difficile quand le cavalier est en C3 de réagir par C5, parce que le cavalier en C3 va aider à la pression sur le pion D5, et comme il ne sera pas en D2, il laissera la dame défendre le pion D et avoir une pression également sur la colonne. Donc cavalier D2 permet la réaction C5. Les blancs jouent cavalier F3, ils défendent leur pion, prise en D4, cavalier reprend, cavalier se développe, attaque 4, prise en D5, alors on peut reprendre de la dame, hein, mais c'est cavalier qui a été choisi. Cavalier F3. Et là, un des coups principaux, c'est l'échec en B4. Principalement parce que sur la poussée C3, les noirs pourraient sacrifier avec cavalier prend, pion prend et fou prend, qui attaque la tour et qui attaque également le cavalier. Vous voyez, par exemple, sur fou B4, C3, cavalier prend, pion prend, fou prend. On attaque le roi, bien sûr, on attaque la tour et on attaque doublement le cavalier en D4. Donc d'habitude dans cette position, c'est plutôt fou B4, échec, et les blancs réagissent par fou D2. Mais là, fou E7, joué par Ding Liren. Un coup avec plus de retenue. Fou C4, cavalier C6, et c'est la nouveauté, cavalier C6. Ça n'avait jamais été joué dans cette position. La plupart des parties se poursuivaient avec le petit roc. Et donc, cavalier C6. Alors il va y avoir un échange en C6. Cavalier prend, pion prend. Et si vous regardez... la structure de pion des noirs se dégrade à l'aile dame, avec l'apparition de 2 pions isolés, contre une majorité de 3 pions. Néanmoins, ces pions isolés ne sont pas si fragiles, ne sont pas si faibles, parce qu'il n'y a pas de colonne d'attaque, de colonne de pression. Vous voyez, il n'y a pas de colonne A ou de colonne C ouverte qui permettrait de presser ces pions. Donc, ils sont pas facilement, on ne peut pas facilement les cibler, les attaquer. Et en réalité... que les pions soient liés ou non, ils entravent la progression de la majorité blanche. Parce que le but d'une majorité, d'avoir de 3 pions contre 2, c'est d'essayer d'évoluer avec cette majorité pour accoucher d'un pion passé. Mais en réalité, que les pions soient sur la colonne A et B ou sur la colonne A et C, finalement, c'est difficile pour les blancs de créer un pion passé. Et peut-être même encore plus difficile lorsqu'ils sont en A et en C, comme ça. Et le pion B se rapproche du centre, il vient en C6, il vient aider d'ailleurs la défense du cavalier qui est centralisé. Donc ce n'est pas véritablement une dégradation structurelle exploitable. Peut-être même que ça aide les noirs. Alors dans la partie, les blancs poursuivent par petit roc, et dame E2. La dame se retire de la colonne D pour éviter des échanges de dames. Il libère la case D1 pour peut-être mettre la tour d'ailleurs. Et en même temps, les blancs vont chercher à mettre une pression sur la diagonale avec fou D3 et dame E4 pour essayer de mater en hachette. Alors vous allez me dire, c'est quand même... on va le voir venir. C'est quand même une attaque avec des gros sabots. On va voir venir cette attaque. Oui, mais il va quand même mettre cette batterie d'attaque fou D3 et dame E4 en place. Au championnat du monde d'échecs, on va la voir cette batterie. Regardez. Fou B7, il met tout de suite le fou en D3. Et après dame C7, il met la dame en E4. Il menace, matant d'un coup. Alors bien sûr, les noirs peuvent bloquer, par la poussée G6 ou par le retour du cavalier en F6. Pas par la poussée F5,
parce que le pion F ne protégerait plus le pion E6 et on pourrait le prendre en faisant échec. Donc le choix doit se faire entre le retour du cavalier en F6 et la poussée en G6. Dans la position, c'est cavalier F6 qui est choisi. On attaque la dame, mais la dame va se déporter ici à l'aile roi avec dame H4. C5 a été joué, libère la diagonale du fou, menace le cavalier en F3. Fou F4 intermédiaire, contre-attaque sur la dame, qui vient en B6. Et le cavalier monte à l'assaut. Il monte sur l'avant-poste. Cavalier E5. L'idée du cavalier en E5, c'est même de venir en D7. D'attaquer la dame, la tour, et même le cavalier en F6. Cavalier F6 qui est très précieux à la défense du pion H7. C'est pour ça que les blancs menacent cavalier D7. Ils n'ont pas peur de cavalier prend, puisque on aurait dame prend H7, échec et mat, avec le fou qui soutient. Donc, la montée à l'assaut du cavalier en E5, c'est pour créer la menace cavalier D7. Donc les noirs vont jouer tour D8 pour contrôler cette case D7 avec la tour. Les blancs jouent tour E1. Et voyez comment les blancs vont vraiment mener toutes leurs pièces à l'attaque du roi noir. L'idée, c'est que la tour puisse utiliser la troisième rangée via la case E3 pour rejoindre l'attaque contre le roi. Soit en G3, soit en H3 pour se mettre à l'attaque du roc. Donc on a la paire de fous, on a la dame, on a le cavalier sur l'avant-poste et la tour qui peut essayer de transiter sur la troisième rangée pour rejoindre l'attaque. A noter que les noirs ne peuvent pas s'emparer du pion B2. Parce que s'ils font cela, ils ouvrent la colonne B alors même que leur fou est sans protection. Donc on revient en B1, on attaque la dame et on pourra prendre le fou en B7. Donc tour A E1. Les noirs ont joué G6. Alors, avec G6, les noirs peuvent chercher maintenant à bouger leur cavalier. Vous comprenez, tant qu'il y avait cette menace de mat en H7, le cavalier ne pouvait pas bouger. Mais avec G6, l'idée, ça sera de jouer cavalier D5. Le cavalier protégera le fou qui attaquera la dame et le cavalier attaquera le fou de case noire. Les noirs vont essayer comme ça de retirer un fou important, la paire de fous au blanc, et essayer d'alléger la pression qu'ils ont sur le roi par l'échange des pièces. Alors, Nieponiéché joue fou G5 pour essayer d'empêcher que le cavalier parte avec cette double attaque sur le fou en E7. Tour D4 est joué, attaque la dame qui recule en H3. Dame C7. Alors pourquoi dame C7 ? Ça va permettre d'appuyer l'avance du pion C avec la tour, la dame et la tour, pour aller attaquer le fou qui pourra plus se maintenir à l'attaque. Donc on cherche à pousser C4. Et c'est pour ça que Nieponiéché va tout simplement jouer B3. Cavalier H5 est joué, avec l'échange des fous de case noire. Mais Nieponiéché dit on va échanger les fous de case noire, mais seulement à mes conditions. Et il va pousser le pion en F4. C'est peut-être pour ça tout à l'heure qu'il avait mis la tour en E1, la tour A en E1, et pas la tour F en E1, alors que la tour F était bloquée derrière le pion en F2. C'est qu'il avait peut-être déjà en tête, à un moment donné, d'impliquer au combat le pion F pour libérer la tour en F1. Maintenant, sur fou prend, on pourra reprendre du pion et ouvrir la colonne F, pour qu'elle puisse se joindre à l'attaque également. Les noirs jouent fou D6. On va comprendre l'idée des noirs, au coup suivant d'ailleurs. Parce que là, les blancs jouent C3. Ils attaquent la tour, qui n'a pas véritablement de case de retrait. Et donc les noirs vont modifier complètement le caractère de la position. Le rapport matériel et la structure de pion vont se modifier. C'est un moment critique. Regardez. Cavalier prend F4 attaque la dame. Alors, fou prend. Maintenant, le sacrifice de la qualité, les noirs acceptent de troquer la tour contre le fou de case noir, et ils se vengent sur la cavalier. Fou prend. Et la tour vient en H4. Quel est le bilan des opérations ? Les noirs ont une qualité en moins. C'est-à-dire que les blancs ont 2 tours. L'avantage de la qualité, c'est l'avantage d'une tour sur une pièce mineure, une pièce légère, telle qu'un fou ou un cavalier. Donc les blancs, ils ont la qualité en plus, mais les noirs, ils ont une puissante paire de fous dans une position assez ouverte, avec des belles diagonales. Les noirs ont un pion de plus. Et le roi blanc n'est pas très bien sécurisé avec cette batterie de fous qui vise dans sa direction et les 2 pions qui manquent. Les noirs ont beaucoup plus de pions, une couverture de pions plus importante. Donc c'est un rapport matériel très
très chaotique. Même si l'ordinateur peut mettre un relatif équilibre dans son évaluation, en réalité, ce type de position, c'est très tranchant. La moindre imprécision, et vous êtes sorti de l'échiquier. On vous sort du tapis ici. Alors, pour l'heure, la tour blanche est venue en H4 et on peut menacer la prise en H7. Les noirs jouent donc tour D8 pour contre-attaquer sur le fou. Si les blancs viennent prendre le pion en H7, les noirs réagiraient par tour prend fou pour dévier la dame et ensuite s'emparer de la tour. Donc après tour D8 qui met une pression sur le fou vient en E4 pour casser la paire de fous des noirs. Fou prend, tour D5 on vient défendre le fou. La tour revient en H4. La dame vient en D6. Alors, les noirs n'ont pas réagi à l'attaque du pion en H7. Mais si les blancs prennent le pion en H7, les noirs joueraient très probablement tour D1. Et le roi blanc est assez esselé ici, parce que si on arrive à retirer la tour, finalement le roi blanc va se faire attaquer, parce que la dame et la tour sont pour l'instant fixées sur la colonne H, en fait. Donc dans la position, c'est pour ça que Nepomniachtchi ne va pas s'égarer à aller prendre le pion en H7, surtout que même si on prend le pion en H7, il n'y a pas vraiment de suite derrière. Donc, parce que le fou contrôle la case H8. Donc la dame, elle est revenue en E3. Les noirs ont joué cette fois-ci H5, parce qu'avec dame E3, on peut avoir l'idée, avec la dame, de passer en H6. C'est déjà plus intéressant d'avoir la dame devant la tour que l'inverse. Quoique, même si on vient en H6 et qu'on prend le pion en H7, on fait échec, certes, le roi se décalera, mais tant que le fou contrôle la case H8, on n'aura pas non plus beaucoup de suite. Mais les noirs préfèrent jouer H5 pour ne pas laisser la tour et la dame collaborer sur la colonne H. G3 a été joué, on essaye d'entraver le fou de case noire. Le fou vient en F6, attaque la tour qui se bascule en C4. Et là, vous savez, les deux joueurs ont à peu près le même temps à la pendule. Il leur reste une grosse dizaine de minutes, en fait, aux deux joueurs. Et Ding Liren, il réfléchit. Il cherche. Et il va mettre 5 minutes, la moitié de son temps, pour exécuter la poussée H4. Il veut dégrader l'abri du roi blanc, ce qui reste comme abri du roi blanc. Et après H4, Nepomniachtchi prend en H4. Et ça semble avoir surpris Ding Liren, cette prise en H4. Il s'y attendait peut-être pas, il ne pensait pas que Nepomniachtchi allait écarter ainsi son pion et affaiblir les contours de son roi. Et il va reprendre presque encore 5 minutes. Ce qui fait qu'il a quasiment plus de temps. Il réfléchit. Alors, l'ordinateur montre que le meilleur coup aurait probablement été fou 5. Mais il joue tour D2. Et il lui reste 45 secondes à la pendule quand il joue tour D2. Alors, ça menace bien sûr dame prend H2 échec, roi bouge, et après on mate. Mais ici, Nepomniachtchi va bloquer cette attaque de mat. Il va jouer tour E2. Et là, Ding Liren se trompe. Il gaffe. Il fallait revenir en D5 pour protéger le pion C5. Ou alors planter un échec, puis après revenir en D5. Mais il va jouer tour D3. Attaque la dame qui vient prendre le pion en C5. Alors les noirs jouent tour D1 échec, mais les blancs vont se regrouper. Roi G2. Dame D3, on attaque la tour. Tour F2, on attaque le fou. Roi G7 pour défendre le fou. Et la tour en F4. Les blancs se sont regroupés défensivement. Ils doublent les attaques du fou et derrière, il y a le pion F7. Ding Liren joue dame prend C3 et finalement, il abandonne. Il a plus de 3 secondes à la pendule. Et la position est totalement perdue. Les blancs n'ont qu'à échanger des dames. Ici, faire dame prend, fou prend. Ce qui permet d'aller prendre le pion F7 sur échec. Déjà, on a la qualité de plus, et en plus, on peut même s'emparer du pion en A7, sans redouter d'ailleurs le coup fou D4, qui semble faire la fourchette des deux tours, parce qu'on peut réagir par tour D7 en clouant le fou. Si le fou vient prendre la tour, on pourra prendre l'autre tour. Donc on vient clouer le fou, et après on pourra résoudre, si les noirs arrivent à résoudre le problème de leur tour, et là je ne sais pas trop comment, en tout cas, les blancs pourront résoudre aussi le problème de leur tour. Et on aura 2 pions passés liés, donc une qualité d'avance, et 2 pions passés liés à l'aile dame, il n'y a aucune chance pour les noirs de tenir cette position. Voilà pourquoi, après dame prend C3, avec 3 secondes à la pendule et une position perdante, Ding Liren abandonne. Alors je vais vous mettre un petit exercice tactique. Je vais vous remettre dans cette position,
où le dernier coup des blancs était tour H4, et dans la partie, tour D8 a été joué. On l'a dit, pour contre-attaquer sur le fou. Mais imaginons que les noirs veulent résoudre le problème du pion H7 en jouant H5. Eh bien là, j'aimerais bien savoir ce que vous joueriez avec les blancs. Donc, vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour prendre le temps nécessaire à votre réflexion, et puis on va voir si vous trouvez l'enchaînement tactique gagnant pour les blancs. A tout de suite. Alors, est-ce que vous avez trouvé? Eh bien, la poussée du pion H va affaiblir la protection du pion G6, qui n'est protégé plus que par le pion F. Le pion F, qui a apportant la protection du pion E6, qui est ciblé par la dame. Donc le pion F7 est surchargé entre la défense du pion G6 et la défense du pion E6. Et donc le bon coup, c'est fou prend G6, pion prend, et après on vient se venger sur le pion E6 en faisant échec au roi, mais pas seulement, puisqu'on attaque 2 fois le fou, on pourra ainsi récupérer la pièce en ayant une qualité de plus et en ayant ruiné la structure de pion du roi noir. Donc dans la position, sur la poussée du pion en H5, on sacrifie en G6 pour dévier le pion F7, on prend en E6 avec les fourchettes roi fou pour récupérer le matériel investi. Voilà, donc incroyable ce championnat du monde d'échecs où les joueurs se rendent coup pour coup. On a eu une victoire de Nepo, après une victoire de Ding Liren, une autre victoire de Nepo, une autre victoire de Ding Liren, la Nepo regagne encore. Journée de repos demain, mercredi. Et après, on va voir ce qui va se passer jeudi. Est-ce que Ding Liren va retrouver les ressources nécessaires, comme il l'a fait jusqu'à présent, pour revenir au score? Mystère et boule de gomme. À jeudi. Vous pouvez me laisser des commentaires et des pouces. Au revoir à tous.